Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Il est 13 h, voici les titres de votre journal. Chaque année, le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse vient en rappeler les fondamentaux et évaluer la liberté de la presse dans le monde. Une liberté fondamentale de plus en plus remise en cause un peu partout dans les pays. En Côte d'Ivoire, les journalistes ont célébré la journée à travers une grande marche de la liberté. Amadou Gon Coulibaly était hier jeudi à la cité Ado de Yopougon, zone industrielle. Le Premier ministre y est allé pour s'enquérir des conditions de vie des résidents de ces logements sociaux, des logements qui seront livrés au mois de septembre prochain. Le reportage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans 5 minutes. 7 334 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'État pour l'année 2019. Cette année, les informations budgétaires seront simplifiées dans le but d'intéresser les populations à l'élaboration et à la mise en œuvre du budget de l'État. On parle de budget citoyen. Il a été présenté récemment aux populations. Vous le verrez également dans cette édition. 80 journalistes ont été tués l'an dernier dans l'exercice de leurs fonctions. Et pourtant, il ne saurait y avoir de pleine démocratie sans accès à une information transparente et fiable. La liberté de la presse est la pierre angulaire de l'édification d'institutions justes et impartiales. Elle permet aussi de mettre les dirigeants devant leurs responsabilités et d'exprimer la vérité face aux puissants. Nous sommes le 3 mai 2019 et le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies. C'était en 1993. Les journalistes de Côte d'Ivoire ont initié ce matin une grande marche de la liberté. C'est devant la maison de la radio-télévision ivoirienne RTI que les journalistes ont démarré la marche commémorative de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Sur 3 km dans les rues de Cocody, les journalistes, membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, et des personnalités ont marqué leur attachement à la liberté fondamentale pour les hommes des médias d'exercer leur métier. Vous savez que la liberté de la presse est un principe sacro-saint. Et c'est à nous, les journalistes, de faire le travail de sensibilisation pour que les politiques, la société civile, tous ceux qui ont une petite parcelle du pouvoir, comme les prêtres, les chefs d'entreprise et tous ceux qui menacent la liberté de la presse, sachent que les journalistes ne sont pas les ennemis. La liberté est un concept. Quand vous ne l'avez pas, il faut la conquérir. Et quand vous l'avez, il faut la préserver. Et c'est ce sens-là que nous donnons à cette marche. En dehors des capacités intellectuelles et physiques, il faut que le journaliste soit dans une super forme physique. Ensuite, parce que célébrer la liberté de la presse, c'est un pilier pour le fonctionnement de tout État de droit. La Côte d'Ivoire en est un. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion importante pour que les acteurs de ce métier, qui jouent un rôle fondamental pour la régulation et pour le bien-être de l'ensemble des populations, se retrouvent et marquent d'une pierre blanche cette journée pour dire que la presse a toujours besoin de nouvelles conquêtes. La Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès, mais il y a toujours des conquêtes. Et donc ensemble, nous allons avancer et consolider la liberté de la presse dans notre pays. Considéré à la fois comme le quatrième pouvoir et le contre-pouvoir par excellence, la presse est un levier important de la promotion de la démocratie et la paix. Les participants de cette marche ont donc salué le choix du thème de cette édition, le rôle des médias dans la démocratie et les élections. Nous voulons réaffirmer le droit à l'accès à l'information, la sécurité des journalistes et puis aussi réaffirmer qu'en période d'élection, les journalistes ont un rôle à jouer pour un climat apaisé et des élections pacifiques. L'État de Côte d'Ivoire a fait un bon pas en avant en matière de protection des journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et nous voulons que la tendance aille dans le sens du renforcement de l'indépendance de la profession de journaliste et du renforcement du débat démocratique. Cette année, la Côte d'Ivoire a gagné 5 places dans le classement mondial 2018 de la liberté de la presse. De la 86e place, elle est passée à la 81e. Reportage signé Issa Chonon
Yeo. Amadougon Koulibaly était hier jeudi à la cité Ado de Yopougon, zone industrielle. Le Premier ministre y est allé pour s'enquérir des conditions de vie des résidents de ces logements sociaux, des logements qui seront livrés dans quelques mois seulement. Alexis Ouedraogo l'a suivi pour nous. Célestin Dia est à la retraite depuis maintenant 3 ans. C'est de justesse qu'il a pu souscrire au programme de logements sociaux lancé par le gouvernement pour avoir une maison à lui pour ses vieux jours. Mais voilà, depuis son installation, pas d'eau dans les robinets. Depuis 2 ans, je suis installé dans la cité ici et je n'ai pas d'eau. C'est difficile, ouais. Chaque fois, il faut mettre un raccord. 3 personnes sur un robinet, c'est difficile. Voici les barriques. Il y a les bidons aussi, et puis les cuvettes qu'on aligne ici pour remplir, pour avoir de l'eau. C'est pas facile vraiment. Surtout quand on a un problème, soit si la machine en panne, mais le courant est coupé, vraiment, on peut faire des jours sans avoir de l'eau. Ce jeudi, attentif aux cris de la cité Ado, le Premier ministre Amadougon Koulibaly descend sur le terrain. Alors comment vous vous sentez dans la maison? Je me sens très bien dans la maison. Très bien, hein? Autour de lui, les ministères engagés dans le processus de viabilisation de la cité, ainsi que le promoteur qui s'engage à rectifier chaque erreur. Je suis donc venu constater moi-même que tout ce que nous avons arrêté comme décision pour que les habitants de la cité Ado puissent vivre et jouir pleinement donc de leur maison, que ces dispositions sont en cours de mise en œuvre. J'ai rencontré les entreprises qui s'occupent des différentes composantes et on m'a assuré qu'en septembre, non seulement toutes ces questions d'amener d'eau, d'électricité, de stations d'épuration seront réglées, mais le promoteur s'est également engagé, puisque c'est un projet qui date depuis quelque temps, à rafraîchir donc tous les murs pour que le bâtiment soit des bâtiments qui soient des bâtiments flambant neufs. Alors c'était un peu ma responsabilité de venir m'assurer que tout se déroule bien. Pour l'heure, l'eau sera disponible en plusieurs points clés de la cité, de quoi soulager les populations. Et l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est la vision du gouvernement pour la période 2019-2020, d'où la mise sur pied du PS-Gouv, le programme social du gouvernement. Le programme vise à impacter davantage le quotidien des Ivoiriens, notamment les couches les plus vulnérables, à travers un meilleur accès aux services sociaux de base et une réduction du coût de la vie. Et quelles sont les grandes lignes de ce programme initié par le chef de l'État? Gros plan sur le PS-Gouv 2019-2020 avec Alexis Ouedraogo du service politique de la rédaction. 2019, année du social, faire que chaque Ivoirien au-delà des chiffres ressente effectivement les effets de la croissance. C'est la grande directive du chef de l'État, Alassane Ouattara. Février 2019, le programme social du gouvernement voit le jour. Il vient s'attaquer aux priorités de la scène sociale. De l'eau, de l'électricité, un système éducatif et sanitaire en pleine réforme, le gouvernement veut répondre aux besoins des populations. Nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne, et collectivement, et de façon diligente, aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. La traduction en axe du programme se fait à travers 156 actions prioritaires contenues dans 12 projets phares à impact large et rapide. Il s'agit du renforcement du programme de gratuité ciblée, de l'opérationnalisation progressive de la CMU, de l'élargissement de la couverture des bénéficiaires des programmes de filets sociaux productifs, des initiatives d'autonomisation en faveur des jeunes et des femmes, de la baisse du tarif social de l'électricité, du renforcement du programme d'accès à l'eau potable et de l'accélération du programme de logements sociaux. L'exercice requiert plus d'actions concrètes sur le terrain, mais aussi plus de communication pour engager les populations. Tour à tour donc, sur les plateaux de télévision et autres plateformes d'information, le gouvernement explique ses actions. Les instructions sont claires, les ambitions sont claires. C'est avoir un impact positif sur les conditions de vie de nos populations. Vous prenez par exemple en 2010. En 2010 et 2018, le nombre d'abonnés à l'électricité a doublé. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 2,2 millions d'abonnés contre à peine 1 million en 2010. Donc nous avons un chiffre et un nombre d'abonnés qui augmente. L'objectif, ce n'est pas de donner de la main gauche et de reprendre par la main droite. L'objectif, c'est de faire en sorte
que nous ayons une énergie qui soit à un coût acceptable, attractif pour nos populations. Voyez-vous, ici par exemple, nos animaux produisent 1 litre à 2 litres de lait par jour. Mais avec les croisements que nous avons faits, nous sommes à 12 litres de lait par jour. Donc, il y a une avancée notable. Une initiative diversement appréciée. Je pense que c'est une très bonne initiative dans la mesure où elle permettra à beaucoup de jeunes étudiants diplômés de s'insérer facilement. C'est un programme déjà qui est inscrit dans un bon contexte par rapport d'abord au niveau de la cohésion sociale. Mais je pense que ce programme même doit plutôt s'intéresser aux jeunes. On souhaiterait que l'État nous donne des maisons, pourquoi pas à 5 millions, 6 millions. Jusqu'ici, on entend parler des maisons de 30 millions, 40 millions, c'est bien trop cher. Si les chantiers restent vastes et les attentes nombreuses, le gouvernement, lui, se veut ferme et constant, engagé dans un pacte de confiance avec les Ivoiriens. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que nous l'avons pensé, nous avons identifié les besoins et nous allons mettre en œuvre tout ce que nous avons promis aux Ivoiriens, que ce soit dans l'eau, dans l'électricité, dans l'éducation, dans la santé ou au niveau de l'emploi des jeunes. Je veux que tout le monde sache que c'est avec une grande détermination que le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, mettra en œuvre le programme social du gouvernement. Le dernier rapport de la Banque mondiale indique que les perspectives de court et moyen terme demeurent favorables dans le pays avec un taux de croissance autour de 7% dans les prochaines années, à condition bien sûr que la conjoncture internationale reste stable et que le gouvernement poursuive ses efforts d'encouragement du secteur privé et de promotion d'une croissance inclusive. La banque a d'ailleurs annoncé le 22 mars dernier un soutien de 283 milliards de francs CFA au pays, d'autant toutefois que l'État supportera sur fonds propres quelques 300 milliards sur les 727 que nécessite le programme. Et pour que les fruits tiennent les promesses des fleurs, le chef de l'État a recommandé à l'équipe gouvernementale un suivi rigoureux de la mise en œuvre et des résultats du programme, un comité de pilotage impliquant les organes et structures gouvernementales, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé et la société civile est mis sur pied. C'était le focus d'Alexis Ouedraogo sur le PS Gouv 2019-2020, sujet que vous retrouverez sur rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. Le budget de l'État pour l'année 2019 s'élève à plus de 7 300 milliards de francs CFA. L'innovation cette année, c'est que le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a décidé de simplifier les informations budgétaires jugées complexes pour les non-initiés. Le but est d'intéresser les populations à l'élaboration et à la mise en œuvre du budget de l'État pour en retour renforcer le civisme fiscal. On parle de budget citoyen. Il a été présenté récemment aux populations en présence de nos reporters Victorine Yaoyobwe et Mahama Traoré. Remise d'exemplaires du budget citoyen 2019 aux représentants d'organisations de la société civile, des institutions internationales, des collectivités locales et aux parlementaires. Ceci marque le top départ de la campagne de vulgarisation des informations contenues dans le budget 2019, un contenu rendu plus accessible grâce à des illustrations dans un langage simple. Une démarche innovante du secrétariat d'État chargé du budget du portefeuille de l'État pour emmener les populations véritables bénéficiaires du budget à s'y intéresser. L'initiative est mise en œuvre par la Direction générale du budget et des finances. Il a été réalisé une enquête d'opinion auprès de la population sur la connaissance du budget de l'État. Les résultats de cette enquête ont montré que les populations ne s'intéressent pas toujours au processus budgétaire, soit en raison de sa complexité, soit par manque de connaissances budgétaires. Le budget de l'État 2019 est fixé à 7 334,3 milliards de francs CFA. Quelles sont les sources de financement? Comment l'État entend utiliser cet argent pour le bien-être des populations? À travers cette démocratisation du budget citoyen, l'État traduit ainsi sa volonté de transparence dans la gestion des deniers publics, une action de bonne gouvernance qui n'exclut pas la prise en compte des aspirations et des observations des populations. Dans le processus d'élaboration du budget, connaissant comment est-ce que les choses se passent, le citoyen peut mieux intervenir pour orienter les choix publics. Et lorsque le budget est adopté, il peut à tout moment interpeller son représentant
à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour savoir un peu comment est-ce que les choses se passent. Est-ce que les choix qui ont été faits dans tel ou tel domaine peuvent évoluer autrement? Ce sont ces choses-là qui vont être disponibles pour le citoyen pour mieux avoir un dialogue intéressant avec son représentant. L'élaboration du budget citoyen découle d'une recommandation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Cette réforme vise à assainir la gestion des finances publiques. Le rideau est tombé sur le CITA 2019. Ouvert depuis le 27 avril, le Salon international du tourisme d'Abidjan a refermé ses portes le 1er mai dernier. Avec 24 pays participants et plus de 250 exposants, c'est avec satisfaction que le ministère du Tourisme referme donc cette édition 2019 avec des perspectives plus prometteuses. Francis Boifo. Des dizaines de conférences animées par des experts internationaux, des rencontres B2B, 250 exposants issus de 24 pays africains, des aires de jeux pour enfants. Il faut attendre 2020 pour voir la 10e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA. Celui de 2019 a refermé ses portes le 1er mai dernier. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, se dit satisfait de l'engouement que suscite le CITA, classé 2e salon africain du tourisme. Il y a un regain d'activité avec notre pays incarné aujourd'hui par un leadership incontesté du président qui aiguillonne dans toutes nos actions. Et nous allons davantage redoubler d'efforts pour que les réformes structurelles et au niveau de la réalisation de nos infrastructures rendent notre destination plus attractive, toutes choses qui sont de nature à booster et à donner une position plus robuste au tourisme ivoirien. Le développement du tourisme ivoirien passe nécessairement par les transports et le ministre de tutelle en est conscient. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'aéroport d'Abidjan est le premier aéroport africain. En termes de services, il y a eu des investissements importants qui ont été réalisés. Nous allons continuer à faire des investissements importants. Le président de la République l'a annoncé. Nous avons ouvert sur l'intérieur du pays 5 aéroports. Nous comptons en ouvrir encore 2 autres l'année prochaine. Il y a des sociétés qui font du transport lagunaire, qui permet aussi de faire du tourisme. La nouvelle politique du gouvernement vise à faire du tourisme le 4e pilier de l'économie nationale d'ici à 2025. Venons-en maintenant à cette formation des PME sur le commerce électronique, une initiative de l'agence Côte d'Ivoire PME. Il s'est agi de faire connaître à la 50aine de PME participantes ce marché porteur qui répond à des règles spécifiques. L'objectif est de construire un réseau compétitif de petites et moyennes entreprises capables de stimuler davantage le secteur privé ivoirien. Lanciné Bakayoko. En Côte d'Ivoire, l'utilisation de l'électronique dans les transactions commerciales reste relativement faible. Constat de l'agence Côte d'Ivoire PME qui chiffre le taux de pénétration à seulement 1%. Pourtant, la vente en ligne représente aujourd'hui une véritable opportunité pour la croissance des entreprises. D'où cette formation sur le e-commerce en faveur des PME. L'enjeu de cette masterclass, c'est d'offrir la possibilité aux PME ivoiriennes d'être formées à des outils qui leur permettront d'être compétitifs, de faire face à la concurrence aussi bien locale qu'étrangère et de pouvoir profiter en fait du potentiel du marché qu'offre le e-commerce en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'initier les PME ivoiriennes au commerce virtuel comme moyen de vente. Une demi-douzaine de modules ont été dispensés à cette formation. Parmi ces modules, les étapes de création du e-commerce et les stratégies marketing. Le commerce en ligne fera accroître la clientèle. Ceux qui sont même dans le nord, au sud de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui veulent peut-être acheter quelque chose, mais qui ne peuvent pas avoir accès directement au magasin. Et je crois que ce système-là ils pourront en profiter. Selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement publié en 2018, la Côte d'Ivoire, malgré le dynamisme observé ces dernières années, est classée 124e sur les 151 économies étudiées au niveau du numérique.
Voilà qui nous amène au lancement du Club Equity, cette plateforme de rencontre entre les PME, les fonds d'investissement et les structures de financement spécialisées. C'était le 30 avril dernier à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Le but, c'est faciliter l'accès au financement des PME et promouvoir pour ces PME un capital investissement comme mode de financement. On en sait plus avec Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. Une signature de convention d'accord tripartite entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et deux organismes pour marquer le démarrage des activités du Club Equity. Une plateforme de rencontre entre les petites et moyennes entreprises, les fonds d'investissement et les structures spécialisées permettra de faciliter l'accès au financement des PME et promouvoir le capital investissement. Ce mode alternatif offre plusieurs avantages aux entreprises, dont l'amélioration de la gouvernance, un appui important à la mobilisation des ressources financières, un réseautage utile à la stratégie de développement de l'entreprise, le partage de risques. Au cours de cette cérémonie, un panel s'est tenu autour du thème Club Equity, accompagner la croissance et la performance des entreprises par le capital investissement. À la différence des banques qui prêtent de l'argent aux entreprises, les fonds de capital investissement, eux, s'associent aux propriétaires des entreprises pour cheminer ensemble et profiter du développement et de la croissance de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas de faire un prêt, mais de prendre une participation, de prendre une partie du capital d'une entreprise, de l'assister et de faire en sorte que cette entreprise se développe et de sortir au bout d'une période qui évolue entre 5 et 7 ans. Pour le représentant du secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, cette action est dans la ligne droite de la vision de son ministère. Nous vous exhortons à faire en sorte que les PME aient davantage connaissance de cette initiative. C'est le plus important. Il ne faudrait pas que cette initiative reste méconnue et que les PME continuent de nous dire « nous avons des difficultés de financement ». Le Club Equity fait partie des innovations de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour la promotion des PME. Et toujours dans la commune du Plateau, dans les locaux de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, s'est tenue une réunion entre l'Union, l'UVICOSI donc, la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada. Ils ont évalué les activités menées dans le cadre du programme des partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local. C'est un reportage d'Eugène Atoubé et Sabine Ouattara. La présentation du rapport de mise en œuvre du plan de travail 2018-2019 du programme Partenariats municipaux pour l'innovation et le développement local et les actions menées à ce jour ont fait l'objet de vives critiques. Le Comité national aviseur, organe de veille et de suivi, et les personnes ressources invitées recommandent que soit opéré un recadrage pour un meilleur bénéfice de la communauté cible. Les femmes de la digue de Kafalogo a fait que l'atelier nous a donné matière à peaufiner les stratégies pour mesurer l'impact des formations. Sur l'ensemble des formations, nous avons senti un engouement particulier de la part de ces jeunes et de ces femmes. Les partenariats municipaux pour l'innovation et le développement économique local sont un programme de coopération bilatérale Canada-Côte d'Ivoire, exécuté par l'UVICOSI. Les localités de Ferkessédougou, Korogo et Karakoro ont été choisies comme villes pilotes. Les projets qui y sont développés dans le cadre du PMIDEL portent sur le renforcement du leadership local en matière de développement économique et la mise en place de programmes d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Surtout, opportunités offertes aux municipalités pour agir pour la prospérité et le développement local. Nous arrivons avec des moyens. Je prends l'exemple des femmes que nous avons rencontrées pour le beurre de karité. Pour être plus productives et plus efficaces, ils doivent avoir certains équipements qui coûtent cher. Donc, le gouvernement canadien, avec notre expertise, on est venu les supporter. La réparation de la digue à Ferké, où un ingénieur nous accompagnait, donc qui offrait ses services pour réparer cette fameuse digue qui profitera aux femmes qui font des produits maraîchers depuis plusieurs années. Ce que nous souhaitons en tant que UVICOSI, c'est de faire en sorte que cette expérience vécue de la coopération ivoiro-canadienne soit généralisée et profitable à l'ensemble des collectivités de Côte d'Ivoire. Plusieurs projets et actions menées n'ont pas été exécutés faute de rigueur dans la planification. Beaucoup de formations et trop d'académisme au détriment de la pratique, déplore le Comité national aviseur.
Le plan de travail 2019-2020, adopté et assorti de recommandations, devrait apporter les correctifs nécessaires en cette dernière année du programme PMI-DEL. Ils étaient passés maîtres dans les vols de véhicules, principalement de taxis, mais leur dernière opération les conduira derrière les barreaux. 3 individus ont été mis aux arrêts à Yopougon par les agents de police du 16e arrondissement après qu'ils ont tenté de voler un taxi-compteur. Les précisions de Wodjantele Soro et Issa Chonayeo. Fin de course pour Lassana Touré, présumé braqueur de taxi-compteur. Il a été arrêté en même temps que 2 frères travaillant dans un garage à Yopougon, quartier CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Après l'interrogatoire de la police, il ressort que Lassana Touré s'adonne au braquage des véhicules depuis 2007. L'accusé principal nous a confié que 3 de ses acolytes sont morts. Un se trouverait en Europe. L'initiateur du vol, Moussa Diallo de ce taxi, du premier jour du mois de mai 2019, est activement recherché par les services de la police ivoirienne. Un ami qui m'a mis dedans, je dis on va sortir un peu. Quand il est monté de sa voiture, il a garé la voiture devant. Il dit on va prêter une voiture tout près ici, on va aller jusqu'en prison civile, là, quand on parle évidemment, on va venir tout de suite. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il est arrivé vers la prison civile là. Dès que le chauffeur il éteint la moteur de la voiture, il a pris la clé en même temps. Donc moi, je n'ai pas touché le chauffeur, lui n'a pas frappé ni rien. On lui a dit n'a pas descendre. Nous avons procédé à l'interpellation de plusieurs individus spécialisés dans le vol des véhicules. Donc il s'agit de Touré Lassina, Diomandé Louti, Bamba Adama, se faisant passer pour des clients, opèrent des braquages sur les taxis-compteurs qu'ils empruntent. Les 3 individus arrêtés seront mis à la disposition du parquet d'Abidjan. Au palais de justice au Plateau, l'on a assisté récemment à une cérémonie de prestation de serment à la Cour d'appel de commerce. Prestation de serment et installation de 2 présidents de chambre, 1 conseiller et 11 conseillers consulaires dans leurs fonctions respectives. Astou Touré était présente à la cérémonie pour RTI 1, son reportage dans nos prochains journaux. Bientôt un collège de proximité à Débété. C'est au nord de la Côte d'Ivoire, à une trentaine de kilomètres de Tingrela, frontière Mali. La pose de la première pierre a été faite cette semaine par le ministre Bruno Nabagné-Koné, cadre de la Bagoué, en présence des autorités de la région et de notre correspondante sur place, Ami Sissoko. Débété, localité située à 33 km de Tingrela, au nord de la Côte d'Ivoire, aura son collège de proximité. La première pierre est posée par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, et le député de Tingrela, Mariam Traoré. Pour la population, ce collège de proximité est l'une des solutions aux grossesses en milieu scolaire et aux violences sexuelles, source d'abandon scolaire. Quand elles sont en ville, elles sont victimes de violences, d'abus sexuels. Et à côté des parents, il n'y aura pas tout ça là. Il y aura une bonne suivi et nous aurons beaucoup de femmes cadres, surtout que nous luttons pour le genre. Il y a beaucoup d'élèves qui sont renvoyés par manque de tuteurs. Et puis, même s'il y a des tuteurs, l'enfant n'est pas mangé et puis il ne peut pas suivre ses études. Bon, à côté ici, des parents, l'enfant sera à l'abri de tout. Sur ce site de 4 hectares est prévu 8 salles de classe pour le moment. Pour des travaux du collège de proximité de Débété, environ 60 millions de francs CFA. Les cadres de la région apportent alors leur contribution. Mariam Traoré, députée de Tingrela, offre 10 tonnes de ciment. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, parrain de la cérémonie, lui emboîte le pas avec 20 tonnes. Des dons qui seront mis à la disposition de la mutuelle de développement de Débété, chargée du suivi des travaux. Un geste symbolique comme un appel lancé aux autres cadres pour leur participation. Songer à créer ici un collège de proximité, c'est penser à l'avenir de Débété. Je sais qu'il y a eu des cadres importants qui sont sortis d'ici. Mais s'il y avait eu l'école, s'il y avait eu le collège, il y a beaucoup ici qui n'ont pas eu cette chance, qui seraient aujourd'hui des cadres, des hauts cadres dans le pays. Le collège de proximité de Débété ne profitera pas qu'à la population de cette sous-préfecture. Celle de Fakola, première commune du Mali,
situé à 2 km de Débété, en bénéficiera également. D'où la présence des autorités maliennes à cette cérémonie. Nous allons refermer ce journal avec l'actualité internationale. Tout d'abord, au Mali, un accord politique qualifié d'historique par toutes les parties a été signé jeudi à Bamako. Le pouvoir en place et une partie de l'opposition, notamment en présence du Premier ministre, ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d'ouverture dont la composition pourrait être connue ce vendredi. En Libye, les combats se poursuivent et se sont intensifiés sur les différents axes autour de Tripoli. Des parlementaires de l'Ouest ont décidé d'agir. Ils ont organisé une réunion du Parlement à Tripoli. La majorité de ces députés boycottaient jusqu'ici les séances du Parlement basées à Tobrouk, à l'est du pays. Leur réunion, une première, vise à déposséder le maréchal Khalifa Haftar de la caution légale et politique qui couvre son offensive. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé à vous la présenter. Et je serai encore là demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble.